On a tout d'abord avec nous donc Gabriel Giroux. Gabriel Giroux est détenteur d'une maîtrise en travail social et adjoint de recherche à l'IREF depuis 2 ans. Il a travaillé sur l'expérience vécue de l'homophobie chez les hommes hétérosexuels. Il s'intéresse particulièrement aux questions des masculinités de l'homophobie et à l'influence des normes sociales sur celles-ci. Donc, merci d'être avec nous. On a ensuite Marie-Lou Gagnon. Donc, Marie-Lou est professeure agrégée à l'École des sciences infirmières, Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa et directrice de l'unité de recherche critique en santé. Ces axes de recherche comprennent les questions liées au corps et à la technologie, les questions liées au discours et au pouvoir et les questions de justice sociale. À titre de chercheur membre de la chaire de recherche universitaire en soins infirmiers médico-légaux, elle s'intéresse à la stigmatisation, discrimination, criminalisation. Elle est la fondatrice et éditrice de Radical Nurse, présidente du réseau juridique canadien VIH-Sida, fondatrice de la Coalition des infirmières pour les services d'injection supervisée et expert conseil pour l'Association des infirmières en VIH-Sida. Désolée pour la bio un peu trop longue, là, mais je réalise que peut-être que j'en fais beaucoup. Prise de conscience sur le champ de travail. Oui. Et on a finalement Véronique Larose, qui est détentrice d'une maîtrise en travail social avec concentration en études féministes à l'UQAM. Donc, Véronique a travaillé sur une analyse critique du discours d'intervention sur l'hypersexualisation au Québec. Nouvellement étudiante au doctorat, elle s'intéresse à la prise en compte en travail social des voix des adolescentes et de leurs multiples réalités, notamment lors de l'élaboration de pratiques d'intervention se rapportant à leur vécu corporel et de genre. Alors, je vous remercie d'être présent et donc, juste un rappel sur la structure. Les personnes participantes présentent leur perspective, leur réflexion, environ 2-4 minutes chacune. Et ensuite, on fait un retour d'une peut-être dizaine de minutes environ. Puis, ensuite, on va passer à la salle, aux questions de la salle et interventions avec la salle. Donc, je ne sais pas qui veut se lancer en premier. Est-ce qu'on y va par la gauche? Est-ce que... je vais me lancer. De toute façon, il faut parler de toute manière. En fait, le rôle du chercheur, on en a parlé un peu avec Véronique, c'est de mettre en lumière des points d'intérêt, tout ça. J'ai fait ressortir en gros trois grandes catégories sur lesquelles j'ai réfléchi. L'idée vraiment des usages, l'idée aussi des enjeux de pouvoir, des rapports de force, et la question éthique qui est belle thématique aujourd'hui. Évidemment, l'idée des usages, des témoignages pour le chercheur, je pense que je ne peux pas vraiment le sortir du travail que j'accomplis depuis maintenant 2 ans à l'IREF, avec Culture du témoignage. L'idée, c'est que ces témoignages-là, en fait, nous, on travaille en gros avec des témoignages qui sont déjà réalisés. Donc, c'est sûr que ça va teinter toute ma manière d'envisager mon rôle. L'idée, c'est que ces témoignages-là qu'on trouve, moi, mon rôle, en fait, c'est de les prendre, c'est pas tant de les accompagner, mais bien de les recueillir ou de les accueillir. La différence entre les deux mots peut paraître un peu banale. Pour moi, elle est un peu essentielle parce que je travaille avec des choses qui ont déjà été réalisées. À partir de ça, il y a tout plein d'enjeux qui en découlent, notamment, tout ce qui est les enjeux de pouvoir. Je pense que pour les enjeux de pouvoir, pour ce qui est du chercheur, pour ce qui est de mon rôle là-dedans, le mot central, à mon avis, doit être le mot qui est lucidité. Merci. Je pense que le chercheur, en fait, quand je travaille, je cherche avant tout à reconnaître et à comprendre aussi que j'ai entre mes mains des témoignages, on en a plus de 290 même maintenant, qui est d'une espèce de matière brute, et donc une matière qui est excessivement vulnérable. J'ai aussi en mémoire la table ronde qui a été faite lundi. Dans cette table ronde, quelqu'un a parlé de la nécessité d'un acte de foi entre la personne qui témoigne et le chercheur. Ça m'a amené à penser en fait que je pense que un des rôles du chercheur, notamment avec ce rapport de pouvoir-là,
c'est d'essayer d'encadrer cet acte de foi-là d'une manière la plus démocratique et d'essayer de développer une confiance réelle, réciproque. Ça peut paraître un peu naïf, mais là-dedans, en fait, l'idée, c'est que je pense que chacun, autant au niveau de la recherche qu'au niveau de la personne qui témoigne, il y a quelque chose à tirer de ça. Cet acte de foi-là doit, à mon avis, être encadré d'une manière réelle. Il va donc, je pense, exister toujours un rapport de force qui va exister quand on fait de la recherche avec les témoignages. Et l'idée, c'est que pendant longtemps, j'ai essayé de le faire disparaître en me disant d'essayer d'être le plus neutre possible. Alors, je pense que vouloir être neutre à tout prix, c'est aussi un biais, et c'est aussi finalement une reproduction de quelque chose. Je pense qu'on peut peut-être travailler en tant que chercheur, à assumer finalement qu'il existe des a priori, travailler à ce qu'on pourrait appeler une forme de représentation, un mot extrêmement savant pour ce matin, un subjectivo-rationnel, c'est-à-dire de travailler avec une propre subjectivité puis essayer de la rationaliser du mieux qu'on peut. Donc voilà. Et puis finalement, pour le rapport de force, étant donné que je travaille avec des témoignages qui sont déjà réalisés, le risque pour moi est de surinterpréter les données. C'est-à-dire que quand je travaille avec un article de journal, il y a déjà un biais, puis il y a déjà un filtre qui a été posé. Quand je l'analyse et je le codifie, il y a un deuxième filtre qui est posé. Or, je travaille de la même manière si c'est un blog, donc un témoignage direct. Là, le premier filtre, c'est moi qui le fais. Quand c'est un article de journal, il y en a un deuxième, c'est quand même moi qui le fais. Donc, il y a toujours un risque, finalement, vraiment de réinterpréter d'une manière un peu plus intense le témoignage. Et puis, voilà, c'est ça. Puis, l'idée, au niveau éthique, c'est sûr que culture du témoignage, nous, on travaille notamment une liste courte qui a été rendue publique. Pour chaque témoignage qui était déjà dans la sphère publique, on a appelé les gens qui témoignaient une deuxième fois pour valider. Donc, c'est sûr que, là, je parlais du contexte aussi. Nous, le contexte fait en sorte que la question du consentement est primordiale. Je pense que le rôle du chercheur, c'est vraiment de la mettre de l'avant aussi. Puis, et donc voilà pour moi. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu parles de relève? Oui, c'est bon, on va y aller. C'est bon, moi, en fait, mon expérience est un peu différente parce que je ne travaille pas avec des témoignages qui sont déjà livrés, mais je sollicite des témoignages dans le cadre de la recherche qualitative. Et depuis que j'ai fait, en fait, l'atelier de visibilité à Gatineau, ça a beaucoup changé un peu. En fait, je pense que ça a rejoint déjà une vision que j'avais de l'entrevue en recherche qualitative, mais ça m'a donné les mots puis une façon de repenser l'entrevue en recherche qualitative. Et de plus en plus, je me force aussi à essayer de voir comment est-ce que de voir l'entrevue comme un témoignage au lieu d'une méthode de collecte de données change ma façon d'approcher l'entrevue. Quel genre de préparation je pense que le participant devrait pouvoir faire si on le voit comme un témoignage versus une entrevue. Comment est-ce que je devrais un peu, en fait, l'idée de, c'est pas payer les gens, mais on donne toujours un honoraire, mais c'est quoi ce rapport-là quand on voit l'entrevue comme un témoignage et non pas juste comme une méthode de collecte de données comme ça, on le ferait pour un sondage, quelque chose comme ça. Comment je vois l'analyse, la diffusion des données, la conservation des données aussi, parce que ça m'a beaucoup amené à me questionner sur si les entrevues, c'est tous vraiment des témoignages que moi, en fait, on me donne, puis je garde ça pendant une période de temps. Qu'est-ce que ça veut dire de les détruire aussi? Et de seulement avoir accès à ces témoignages-là, de pouvoir travailler avec ces témoignages-là pendant une certaine période de temps qui est prédéterminée par mon comité d'éthique et non par moi-même. Donc, qu'est-ce que ça implique? Et rôle et responsabilité. Donc, je l'ai toujours fait, mais maintenant, je le fais plus consciemment. Mais c'est comment maximiser l'utilisation de ces témoignages-là. Donc, si, par exemple, j'ai seulement accès à ces témoignages-là pendant 5 ans, comment est-ce que je peux faire pour maximiser l'utilisation et non, par exemple, seulement m'en servir pour un article scientifique et passer à autre chose, mais c'est comment, en fait, l'utiliser au maximum de façon à ce que ces témoignages-là n'aient pas été livrés seulement pour un article, puis par la suite, on passe à d'autres choses. Et aussi, le genre de questionnement autour des effets de sur-solliciter des témoignages. Je pense que quand on voit l'entrevue comme une méthode de collecte de données, c'est assez facile de voir comment il y a une étude, une autre étude, participer, mais quand on voit vraiment que c'est un témoignage dont cette personne se présente cette journée-là pour se livrer, raconter son histoire, ça prend une préparation
Et soudainement, ça change un peu notre façon de voir les projets en cours, puis aussi notre façon de solliciter les gens, et peut-être des fois de problématiser davantage, je pense, la sursollicitation, puis tous ces sujets, surtout dans le domaine du VIH, en fait, qui est mon domaine, qui sont surétudiés selon moi. Fait que c'est sûr que moi, ça, c'est des questions, en tout cas, qui font partie un petit peu de mes réflexions autour de l'entrevue comme une forme de témoignage. Et c'est un peu intéressant parce que depuis lundi, ça m'a amené à lancer ma propre recherche aussi. Puis je me suis rendu compte, en fait, que j'ai toujours... Ce qui m'a poussé à faire de la recherche avant tout, c'était de créer un espace pour que les gens puissent parler et être entendus. C'est ce que tu disais tantôt. Parce que c'était pas le cas. Fait que ce qui m'a poussé, c'est vraiment des sujets qui n'étaient pas les sujets populaires, que personne vraiment parlait, autant dans les milieux cliniques que communautaires. Fait que c'est ça qui m'a amené à faire de la recherche, et comment d'utiliser la recherche pour créer un espace où les personnes qui vivaient des expériences vraiment très difficiles pouvaient être entendues, pouvaient vraiment livrer leur expérience pour que par la suite on puisse aussi amener un changement, que ce soit au niveau de la pratique clinique, au niveau des pratiques dans les milieux communautaires. Fait que c'est vraiment ça qui m'a amené à la recherche, c'est de créer cet espace-là. Et ça a toujours été autour de sujets qui avaient soit jamais été étudiés, ou très très peu, ou jamais dans le contexte canadien. Donc c'était toujours reçu, en tout cas de la part, j'ai beaucoup pensé à comme à qui profite le témoignage. Moi, ça a toujours été dans une relation que les gens me disaient enfin, merci, parce que il faut que j'en parle à quelqu'un, puis tu es la seule qui va nous laisser cet espace-là, mais aussi reconnaître que ce qu'on dit, on n'est pas fou, quand c'est vrai ce qu'on vit, puis qu'en fait c'est valide, puis en tout cas, on espère que ça va faire une différence. Fait que ça n'a jamais senti en fait que ça profitait pas aux gens, puis que c'était même parfois assez thérapeutique, surtout quand on vit année après année des frustrations de ne pas être entendu par notre médecin, par exemple, puis finalement, on a dans l'espace d'1 heure et demie, des fois même 2 heures, l'opportunité de tout vider notre sac, comme je dirais l'expression. Ça fait vraiment beaucoup de bien, puis d'être entendu. Fait que j'ai jamais, en tout cas, eu l'expérience que les gens sentaient que ça leur profitait pas, là. Souvent même, ils me disaient après l'entrevue. En tout cas, j'ai comme lancé un petit peu toutes mes idées, là, mais c'est un peu mes réflexions. Merci beaucoup. Alors, Véronique. Donc, c'est ça. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que je me retrouve dans une autre position que mes collègues. Moi, je suis au début de mon doctorat, donc j'en suis un peu en amont de la recherche. Donc, c'est ma première incursion dans la culture des témoignages. Puis, je profite un peu du panel pour faire un bilan de mes réflexions aussi en vue de développer ma recherche, mais aussi par rapport aux discussions qu'il y a eu dans les 2 derniers jours. Pour mettre un peu en contexte mon intérêt ou pourquoi je suis ici, en fait, mes questionnements quant à la place ou au rôle du chercheur en lien avec les témoignages provient aussi de mon travail de maîtrise, donc dans lequel j'ai réalisé une analyse des discours institutionnels et organisationnels au sujet de l'hypersexualisation au travail social au Québec. Ce que j'ai observé, en fait, dans cette mise en discours-là, c'était que les voix adolescentes étaient soit appropriées ou médiées par les adultes, ou soit simplement absentes, en fait, de la définition du problème puis de ces solutions-là. Puis je me rendais compte, en fait, que les aveux des jeunes, si on veut, ou les histoires racontées par les jeunes aux professionnels, comme aux infirmières, aux médecins, aux travailleurs sociaux, étaient utilisées, en fait, ou reprises par les adultes pour, en fait, on peut dire une certaine vérité sur les pratiques des jeunes ou sur l'ensemble de leurs pratiques, puis justifier, en fait, la mise en place de pratiques d'intervention et de stratégies discursives, au fond, autour de leur sexualité. Puis c'est ça qui m'a amené, en fait, à me questionner sur les conditions de possibilité d'une prise en compte de leur voix puis de leur multiple réalité en travail social. Puis, pour faire ça, je me questionne, en fait, en ce moment sur la place des témoignages comme une stratégie possible d'intervention sociale dans l'optique d'une reconnaissance de leur réalité, mais aussi d'une prise en compte de leur voix dans l'intervention. Donc, c'est un peu d'où partent mes questionnements quant au rôle de la chercheuse. Puis, je pense qu'à ce point-ci, puis en regard de ce qui était abordé dans les derniers jours, c'est un peu mon inconfort où, en fait, comme étudiant-chercheur en travail social, à aller solliciter un peu des témoignages dans le cadre de ma recherche doctorale par rapport aux contradictions ou aux risques en présence qui ont été discutés dans les derniers jours. On parle de la question du consentement, de l'anonymat, de la confidentialité et tout. Donc, des risques et des contradictions qui pourraient aller au-delà de mes bonnes intentions de départ comme étudiante-chercheur. Puis, c'est un peu avec ça que je repars des 2 derniers jours, c'est l'idée que ces intentions-là ne sont pas suffisantes pour élaborer une recherche, mais aussi une volonté de donner la parole
ou même de se doter de certaines perspectives méthodologiques, comme la recherche participative, c'est peut-être pas suffisant pour adresser tous les enjeux qui ont été discutés dans les 2 derniers jours, selon moi. Puis, c'est ça. Donc, j'essayais hier de replacer tout ça, puis ce qui est ressorti un peu pour moi comme réflexion, c'est l'idée d'un nécessaire positionnement ou souci éthique de la part de la chercheure ou de la chercheuse qui va au-delà de l'éthique procédurale, donc qui serait quelque chose, un positionnement éthique qui traverserait l'ensemble des étapes de la recherche ou qui serait peut-être plus relationnel et situé. Ce que j'entends par là, c'est l'idée que le rôle de la chercheuse serait peut-être d'assurer que les questions éthiques que pose la recherche soient discutées avec les personnes qui livrent les témoignages, mais aussi négociées en termes des différents contextes, soit de diffusion des témoignages, puis tout au long des étapes de la recherche. C'est un peu avec ça que je suis repartie des 2 derniers jours. Puis ce qui reste pour moi, si j'ai à me prononcer sur le rôle de la chercheuse, ben, j'ai l'impression que dans une optique de par et pour ou de faire avec, peu importe, ou de prise en compte, le rôle de la chercheur ne m'apparaît pas comme quelque chose qu'on peut déterminer à l'avance ou s'arracher au départ, mais c'est plus quelque chose qui me semble comme négocié à travers le processus de recherche ou qui doit être négocié à travers le processus de la recherche avec les personnes qui livrent les témoignages. Donc, j'arrive ici avec ma question, avec des questions comme justement comment, comme étudiante-chercheur, je pourrais avoir un bon rôle ou essayer de développer une pratique qui permettrait de faire un témoignage avec les personnes qui participeraient à la recherche, puis qui pour moi se résumerait peut-être à la question comment être une bonne alliée dans ce processus-là